Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Linman, je suis interne en radiologie et je vais vous faire un topo concernant la lecture d'un cliché de radiologie pulmonaire. Le cliché de profil sur lequel il faut regarder l'ensemble des espaces clairs normaux, physiologiques, il y en a 4. L'espace clair rétrosternal, l'espace clair rétrotrachéal supraortique, l'espace clair rétrocardiaque et l'espace clair prévertébral. Il faut également regarder le cul-de-sac pleuro, notamment ici son récessus postérieur, qui peut être utile car c'est là où va venir s'installer un épanchement pleural dans ses tout premiers moments. Si vous avez un petit émoussement au niveau de ce cul-de-sac, de ce récessus postérieur pleural, on ne pourra pas forcément le voir sur la radiographie de face, mais on pourra facilement le voir sur une radiographie de profil. Et ici donc vous avez la fameuse grande scissure qui va venir séparer le lobe pulmonaire supérieur et inférieur droit ou gauche. Ici donc vous avez un petit schéma donc, des différents pièges qui peuvent être présents sur une radiographie thoracique. On retrouve par exemple la formation du fait des premières arcs costales, la formation mamelonaire, les opacités du fait des masses mammaires. Ici, vous avez illustré à droite l'exemple donc des calcifications chondrocostales qui s'observent le plus facilement chez des personnes âgées, plutôt en périphérie lorsqu'il s'agit des hommes, plutôt vers le centre lorsqu'il s'agit des femmes. Ici, vous retrouvez également par exemple la scissure azygos et la crosse azygos. Différents éléments. Enfin, pour parler un peu de sémiologie en ce qui concerne la radiologie thoracique, il faut parler en des bons termes et ne pas se mélanger les pinceaux entre des termes qui sont consacrés au scanner, comme la densité, hyperdense, hypodense, et des termes qui sont consacrés à l'IRM, donc hyperintense, hypointense. En radiographie thoracique, on parle d'opacité, du moment que les rayons X sont fortement absorbés par la structure concernée, et donc ils ne vont pas imprimer le film radiologique donc situé contre le patient. Donc la structure va apparaître en blanc. Ici vous avez l'exemple typique d'une pleurésie gauche avec une ligne de damoiseau un peu émoussée, c'est une ligne un peu émoussée, concave vers le haut et en dedans, donc qui est le signe d'une pleurésie. L'hyperclarté, donc là ça correspond à une structure qui va laisser passer les rayons et donc qui va imprimer les rayons en noir sur le film radiologique. L'hyperclarté ici correspond à un pneumothorax massif en ce qui concerne l'hémithorax droit, avec rétraction de l'ensemble du parenchyme pulmonaire au niveau du hile. Et enfin, on peut parler de ligne à partir du moment où on va avoir un fort contraste entre deux structures euh, qui n'absorbent pas de la même manière les différents rayons. Je vous illustre cela par exemple avec les différentes lignes de Kerley. Il faut surtout retenir les lignes de Kerley A qui sont situées aux apex, et les lignes de Kerley B qui sont situées aux bases, les lignes de Kerley C qui sont situées un petit peu aux bases et aux apex, et les lignes de Kerley D qui vont traduire une pathologie interstitielle extrêmement chronique, avec donc des formes réticulaires. Ces lignes de Kerley correspondent en fait à des épaississements des septa interlobulaires. Ici, vous avez l'exemple typique de ligne de Kerley B au niveau de la base pulmonaire droite, avec des lignes qui vont être perpendiculaires par rapport à la plèvre, rattachées à la plèvre, et qui traduisent donc une souffrance pulmonaire à la suite donc d'un cœur pulmonaire aigu, dans ce cas-là avec un œdème périhilaire en aile de papillon qui est bien visible, ainsi qu'une redistribution de la vascularisation vers les sommets. Par ailleurs, au niveau du signe de la silhouette, il faut faire l'équivalent du côté gauche. Si vous avez un effacement du bord gauche du cœur, on est plutôt au niveau de la lingula, donc de la partie inférieure du lobe supérieur gauche. Si on a un effacement au niveau de la coupole diaphragmatique gauche, on est plutôt au niveau du lobe inférieur gauche. Du moment que la coupole diaphragmatique est effacée, on est au niveau des lobes inférieurs, à droite ou à gauche.
Ensuite, que faire face à un nodule pulmonaire isolé? Il faut déjà savoir que tous les nodules pulmonaires isolés ne sont pas forcément des cancers. Dans 60% des cas, c'est un cancer, bronchite primitif ou des métastases. Dans 40% des cas, ce n'est pas un cancer. Ça peut être une infection, ça peut être une tumeur bénigne, le plus souvent c'est un amartochondrome qui se caractérise par des petites calcifications, par des petites densités graisseuses que l'on caractérise beaucoup mieux au scanner, un infarctus, un hématome ou bien des malformations veineuses ou artérielles. Pour pouvoir bien analyser un nodule pulmonaire isolé, il faut bien évidemment prendre en compte sa taille. Un nodule volumineux est plutôt en faveur d'une malignité. Les contours, des contours réguliers, c'est plutôt bénin, des contours irréguliers, spiculés, avec attraction des structures périphériques, c'est plutôt malin. Le contenu, un contenu hétérogène, peut plutôt orienter vers quelque chose de suspect. Rechercher d'autres lésions, rechercher des adénopathies pour pouvoir orienter sur une pathologie plutôt infectieuse ou néoplasique, et des lisses costales qui sont souvent présentes en cas de pathologie néoplasique à proximité des côtes. Ici, vous avez l'image traditionnelle d'un lâcher de ballon pulmonaire sur un cancer métastatique, avec de multiples opacités bien arrondies, ubiquitaires sur les deux émichants pulmonaires. Ici, vous avez une opacité parahilaire gauche, plutôt volumineuse, avec des spiculations périphériques qui orientent plutôt vers un caractère malin. Ici, vous avez une opacité pulmonaire supérieure droite, avec un élargissement également du médiastin, une opacité également ici arrondie, plutôt suspecte, ça correspond à un cancer à petites cellules. Et ici, au contraire, vous avez une opacité arrondie, bien délimitée, située au niveau du lobe supérieur gauche dans sa partie inférieure, et qui correspond en réalité à un amartochondrome, puisque généralement chez ces patients-là, on va leur faire un scanner thoracique pour pouvoir mieux caractériser ce nodule, même si celui-ci présente un aspect plutôt bénin. Ce serait une faute de ne pas faire un scanner pulmonaire qui va permettre de beaucoup mieux caractériser, en cas de découverte fortuite, ce nodule. Je vous ai mis ici l'ensemble des ressources internet qu'on peut utiliser en radiologie, qui peuvent vous être utiles si jamais vous avez des soucis d'imagerie pour pouvoir caractériser telle ou telle pathologie. Celui que je recommande le plus, c'est Radiopédia, qui vraiment contient une source encyclopédique d'images, qui vous regroupe les images également par pathologie. Il est malheureusement uniquement en anglais, mais je pense que cela ne pose pas beaucoup de problèmes. Ici, vous avez un autre site en français, qui se concentre beaucoup plus sur tout ce qui est pathologie cérébrale et ORL. Ici, vous avez également des sites pour pouvoir voir des cas cliniques, peut-être vous entraîner. C'est un niveau qui, je pense, est beaucoup trop dur pour les ECN, mais si ça vous permet de voir des images typiques de certaines pathologies qui sont tombables. Ici, c'est pareil. Vous avez également des encyclopédies anatomiques, mais qui sont malheureusement payantes. Le collège des enseignants de pneumologie que je vous conseille vivement de regarder, notamment dans ce qui concerne la pathologie thoracique et l'imagerie thoracique, chez qui il y a de très très bons topos, et notamment de regarder également ces cas cliniques, car il y a eu un cas clinique qui a été fortement inspiré d'un cas déjà en ligne au niveau du collège des enseignants de pneumologie, et qui est tombé le jour J. Ensuite, vous avez le site de référence en ce qui concerne notamment le collège de radiologie, donc qui est effectué par le CERF, le collège d'enseignement de radiologie de France. Et si vous avez le temps, vous pouvez également jeter un coup d'œil à la médiathèque de la Société française de radiologie, qui fait des topos un peu comme celui-ci, sur des pathologies beaucoup plus spécifiques, c'est beaucoup plus spécialisé, peut-être beaucoup plus hors programme vis-à-vis de l'ECN, mais il y a certains topos pour débutants qui peuvent être bien utiles. Je vous remercie de votre attention pour cette lecture du cliché pulmonaire. On se retrouvera donc pour pouvoir parler vis-à-vis d'un topo qui va beaucoup plus illustrer des aspects pathologiques au niveau de l'imagerie pulmonaire. J'espère que déjà ça vous a un petit peu éclairé sur les différents pièges, sur les différentes images plus ou moins suspectes que l'on peut voir sur la radiographie pulmonaire, et de vous avoir donné un cadre de lecture de la périphérie vers le centre pour pouvoir éviter de passer à côté d'une pathologie. À bientôt.